Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre deuxième sujet. Nous parlons à présent de la République démocratique du Congo. L'armée rwandaise a joué un rôle déterminant dans la chute de Goma et Bukavu, selon un rapport de l'ONU. Le groupe d'experts de l'Organisation des Nations Unies a rendu public son rapport semestriel sur la République démocratique du Congo, sur toutes les questions sécuritaires dans l'est de ce pays. Ce groupe arrive à la conclusion selon laquelle l'armée rwandaise aurait largement appuyé les groupes rebelles du M23 dans la conquête des villes comme Goma et Bukavu. Conquête intervenue en ce début d'année, janvier-février. Goma puis Bukavu sont tombés aux mains des rebelles du M23. Ces villes sont toujours administrées jusqu'à présent par ce rebelle. Une publication ou un rapport qui est rendu public quelques jours seulement après la signature d'un accord de paix entre justement la République démocratique du Congo et le Rwanda. Nous en parlons avec nos invités. Je commence par vous, Samir Ourosama. Le Rwanda a appuyé et soutenu le M23, non seulement pour faire la guerre dans l'est de la RDC, mais aussi dans la conquête et la prise de contrôle des villes comme Goma et Bukavu, les capitales provinciales, respectivement du Nord Kivu et du Sud Kivu. Ben écoutez Guillaume, est-ce que vous pouvez dénombrer le nombre de rapports qui ont été sortis ou qui ont été publiés par l'Organisation des Nations Unies depuis le début depuis le début de la reprise donc du conflit au niveau donc de l'est de la République démocratique du Congo? Ces rapports sont énormes, c'est beaucoup de rapports. C'est-à-dire que vous avez en face un problème qui perdure avec la souffrance des populations chaque jour, donc des populations déplacées, des violations des droits humains, la famine qui s'installe véritablement et le pillage systématique des ressources minières donc, de la République démocratique du Congo. Parce qu'en fait, ce que les gens ne disent pas, c'est que l'est de la République démocratique du Congo, notamment les villes comme Goma ou Bukavu, regorgent des minerais rares. C'est-à-dire des minerais, des minerais précieux qu'on recherche dans la fabrication d'un certain nombre de matériel électronique véritablement. Donc ça a pour conséquence la convoitise donc, de cette région. Donc en face, vous avez un problème qui perdure parce que le conflit au niveau donc, de l'Est de la République démocratique du Congo dure bientôt 35 ans. Et vous avez les organisations comme l'Organisation des Nations Unies qui ont du mal à trouver des solutions. Je dirais même qu'ils sont incapables de trouver une solution durable à ce problème pour permettre aux populations qui ne cherchent qu'à vivre véritablement de se soulager de cette situation. Et au lieu de réfléchir à des problèmes durables, au lieu de réfléchir à des solutions durables, à soulager durablement donc la souffrance de ces populations, vous avez une organisation comme l'Organisation des Nations Unies. Eux, leur travail, c'est de publier régulièrement des rapports. Mais dites-moi, depuis qu'ils ont commencé... C'est à base de ces rapports qu'on réfléchit à trouver des solutions. Mais Guillaume, dites-moi, depuis qu'ils ont commencé par publier des rapports, quel changement a été effectué ou a été opéré au niveau donc de l'Est de la République démocratique du Congo? Non. Par contre, vous avez des villes comme Goma, Bukavu qui ont été pris en otage par le groupe armé antigouvernemental, le M23, avec le soutien indéfectible et inéluctable donc du Rwanda véritablement. Qu'est-ce qui vous renforce dans cette position? C'est eux-mêmes leur rapport qui dit ça. C'est parce qu'ils font un rapport que non, c'est parce que l'attitude de le dire sans crainte. Les autorités de la République démocratique du Congo ont toujours clamé haut et fort que le Rwanda est en train de leur imposer une guerre asymétrique. Ce que le Rwanda n'a jamais reconnu. Et donc il a fallu qu'il intervienne une troisième personne pour faire la lumière. Depuis que les rapports de l'Organisation des Nations Unies sont publiés, est-ce que vous avez vu les autorités rwandaises reconnaître cela? Non. Par contre, ils évoquent... Pour vous, ce n'est pas la peine que l'Organisation des Nations Unies dise que le Rwanda a soutenu à la chute du M23 dans la chute de Goma et M23 Bukavu? Mais vous avez un organe comme le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies qui peut prendre un certain nombre de résolutions. Un certain nombre de résolutions sur la base de rapports. Pour régler le problème. Sur la base de ces rapports. Mais il faut combien de rapports pour que le Conseil de sécurité puisse prendre ces résolutions-là pour régler le problème une fois de bon? Parce que l'Est de la République démocratique du Congo est frontalière avec le Rwanda. Et donc le Rwanda, à chaque moment qu'il y a un rapport qui sort pour dire qu'ils sont impliqués dans le conflit, l'argument qu'ils ont toujours trouvé, c'est qu'ils maintiennent leur force
stratégiquement contre les FDLR, alors que les FDLR sont inactifs depuis un très bon moment. Vous voyez l'hypocrisie? Ça, c'est que vous dites. Maintenant, le deuxième aspect, si vous le permettez, Dr Guillaume, le deuxième aspect, vous savez que depuis quelque temps, le Rwanda et la République démocratique du Congo sont parvenus à un accord de paix sous les auspices donc des États-Unis d'Amérique et puis de façon indirecte du Qatar véritablement. Mais vous voyez le tempo? Pourquoi est-ce que c'est au moment où on arrive donc à cet accord de paix avec comme engagement de respecter l'intégrité territoriale donc de la République démocratique du Congo et de mettre fin à ces affrontements au niveau donc de cette région, que l'ONU publie un tel rapport pour nous rappeler que oui, le Rwanda a joué un rôle important dans la prise des villes comme Goma et Bukavu. Merci alors qu'on sait que depuis un bon moment... je voudrais, avant de vous redonner la parole pour continuer, garder votre fil, je voudrais juste rappeler qu'il s'agit d'un rapport semestriel qui est publié à la fin de chaque semestre et qui permet aux experts de l'ONU de faire le point sur un certain nombre de sujets en ce qui concerne le cas de la République démocratique du Congo, puisqu'il y a les forces de l'ONU qui sont toujours dans cette zone. Ça leur permet de faire le point sur la situation sécuritaire. Je me rappelle, en début d'année, on en avait parlé quand ils ont sorti leur rapport établissant les liens entre le M23 et le Rwanda, mais aussi l'implication indirecte de l'Ouganda dans l'Est de la République démocratique du Congo. On en avait parlé ici. Et là, nous venons de boucler un autre semestre, du moins le premier semestre de l'année 2025. Nous entamons un deuxième semestre. Ces experts sortent leur rapport et c'est sur la base de ces rapports que les différentes instances de l'Organisation des Nations Unies peuvent maintenant prendre des résolutions. Samir, vous pouvez maintenant continuer. Mais Guillaume, je vous pose depuis là une seule question. Est-ce que depuis qu'ils ont commencé par sortir ces rapports, ils sont plus d'une dizaine aujourd'hui, depuis qu'ils ont commencé par sortir ces rapports-là, quelles résolutions ils ont pris pour régler le problème de l'Est de la République démocratique du Congo? De jour au jour, les forces rebelles du M23, de l'AFC M23, continuent de faire quoi? De renforcer leur position dans ces villes de Bukavu, de Goma. Et là, tout ce qui se passe au niveau donc de l'Est de la République démocratique du Congo échappe au contrôle donc du pouvoir de Kinshasa véritablement. Mais comment se fait-il que vous avez une entreprise dans laquelle chaque temps on fait un audit pour savoir si les fonds sont bien gérés? On se rend compte que le gérant détourne l'argent à chaque audit. Et est-ce pour cela qu'il faut dire qu'on n'aura plus besoin d'auditeurs pour faire l'audit? Mais on fait l'audit à chaque temps, c'est pour régler un problème. Bien sûr. Mais si vous faites le constat, vous faites le diagnostic qu'il y a un problème et que vous êtes incapable de trouver des solutions, à quoi sert de multiplier la publication de ces rapports? Je pense qu'une fois pour de bon, l'ONU doit cesser d'infantiliser le peuple congolais. Merci beaucoup. Il n'en mérite pas cela. Il ne mérite pas ce mépris donc des organisations internationales. Ils ont besoin qu'on leur apporte une solution durable à cette agression donc du Rwanda. C'est ce que les populations attendent au niveau donc de l'Est de la République démocratique du Congo. Et s'ils ne peuvent pas trouver ce problème-là, cette solution à ce conflit qui perdure, donc au niveau donc de cette région-là, je pense qu'il faudrait laisser cours aux différentes initiatives qui sont prises et qui portent déjà leurs fruits, au lieu de venir, troubler un peu. Troubler un peu la quiétude qui semble être trouvée. Donc dans cette crise-là, ils doivent pouvoir se ressaisir et jouer leur rôle parce que leur charte dit quoi? C'est de préserver la paix véritablement. Et là, nous sommes loin donc de cette paix au niveau donc de l'Est de la République démocratique du Congo. Merci beaucoup à vous, Samir Orosama. Alors, Gavin Adjao, les experts de l'Organisation des Nations Unies ont rendu public leur rapport semestriel sur la sécurité dans l'Est de la République démocratique du Congo. Ils établissent que le Rwanda a joué un rôle important dans la prise des villes de Goma et de Bukavu, respectivement, capitale provinciale du Nord Kivu et du Sud Kivu. Ouais, c'est un secret de polichinelle, tout le monde le sait. On connaît très bien le rôle que joue le Rwanda dans l'Est du Congo et surtout dans la prise de ces villes stratégiques-là, le Bukavu et puis Goma. Maintenant, par rapport au rôle même de l'ONU, vous savez très bien que depuis le retrait du MONUSCO en fin 2024, les rapports épinglant beaucoup plus le Rwanda sortent beaucoup plus et ces rapports-là deviennent de plus en plus clairs.
clair. Et Samir vient de dire quelque chose de très important quand même. Hein. Le rôle de l'ONU, c'est la préservation de la paix et la prévention aussi des conflits. Maintenant, dans le cadre de la prévention de conflits, je pense que l'ONU n'a pas véritablement joué son rôle. Quand on sait très bien ceux-là qui dirigent le Conseil de sécurité, hein, les États-Unis et les autres pays les plus puissants au monde, l'ONU n'a pas pu jouer son rôle de prévention de conflits. Ce conflit-là, c'est pas aujourd'hui, c'est depuis 2012. Donc du coup, à un moment donné, il faut savoir que quand le feu couvait, l'ONU sait très bien qu'il peut y avoir des conflits et ils ont des mécanismes pour pouvoir prévenir quand même ces conflits-là et avec les puissances internationales. Mais comme c'est une organisation téléguidée, ils n'ont pas su véritablement jouer leur rôle. Maintenant, je peux dire que à quelque chose malheur est bon. Leur rapport disent des choses très importantes et on peut prendre cela en compte. Et ça montre véritablement la vraie face du Rwanda dans ce conflit. C'est vrai, le Rwanda a toujours parlé des FDLR. Les FDLR, ça fait déjà de très longues années que ces forces-là n'ont pas véritablement frappé le Rwanda, même si ça constitue quand même une force qui est aux abords des frontières du Rwanda. Ces forces-là ne sont pas actives sur le terrain comme le M23. Le M23, c'est une force qui est soutenue de mètre par le Rwanda. Et même sur le terrain, c'est ce qui est un peu plus grave. C'est pourquoi la RDC avait entre-temps déclaré la guerre au Rwanda par le biais du Parlement. Parce que c'est véritablement une déclaration de guerre, une violation des frontières de la RDC que de se positionner véritablement sur le territoire pour affronter frontalement les FARDC. C'est ce qu'on a eu à constater. Le dernier rapport de l'ONU a parlé de l'infiltration de plus de 3 000 à 6 000 RDF, des forces armées, des forces de défense rwandaises sur le territoire congolais, ce qui est beaucoup plus nombreux. Ça veut dire que le nombre des militaires rwandais est même beaucoup plus nombreux que le nombre de rebelles sur le terrain. Vous voyez un peu, c'est une déclaration de guerre frontale que le Rwanda avait fait vis-à-vis de la RDC. Maintenant, l'ONU est en train de sortir les rapports. Je pense que quand même c'est une très bonne chose, même si l'ONU n'a pas eu véritablement joué son rôle de garant de la paix, de prévention de conflits. On peut dire que elle dénonce, elle fait sortir des rapports, même si c'est ordinaire, hein, c'est pas un truc extraordinaire qu'ils sont en train de faire. C'est chaque semestre, l'ONU est quand même obligé de sortir les rapports, mais ces rapports viennent éclaircir la position du Rwanda dans le conflit avec la RDC. Et implicitement, le Rwanda l'avait reconnu. Ici, déjà, ils ont accepté de signer cet accord de paix avec la RDC. Ça veut dire qu'eux-mêmes, ils savent très bien qu'ils sont en partie, ou bien ils sont totalement responsables du soutien sur le terrain et du conflit entre la RDC et puis le M23. Parce que vous savez, le M23 ne peut pas agir sur le terrain si véritablement ils n'ont pas une épaule sur laquelle s'appuyer. Donc aujourd'hui, ils se sont dit, bon voilà, on va sortir un rapport qui dit clairement les choses. Nous autres, nous le savons déjà, sauf que le Rwanda l'a toujours nié, mais implicitement le Rwanda a reconnu véritablement son implication dans le conflit et surtout sa guerre stratégique dans la prise de ces villes-là qui regorgent de ressources très importantes. Et on sait très bien que le Rwanda livre des ressources minières que le Rwanda ne possède pas sur son territoire. Alors, ça veut dire que c'est par le biais de ces villes-là que transitent les ressources minières. Donc, à un moment donné, on peut se dire que, bon, l'ONU, au-delà de son échec, parce que véritablement, l'ONU a échoué dans cette mission-là, et on sait très bien que les organisations sous-régionales aussi, parce qu'on ne va pas aussi les disculper dans cette histoire, que ce soit l'Union africaine, que ce soit les organisations sous-régionales, la CEMAC et autres, là, la CEAC, on ne va pas du tout les disculper parce que c'est leur faiblesse qui a fait en sorte que le Rwanda s'est imposé et a fait ce qu'il a fait. Maintenant, quelles sont les dispositions à prendre? Parce qu'il ne suffit pas de sortir des rapports, il faut véritablement prendre de véritables actes contre le Rwanda pour que cela puisse cesser. Parce qu'au-delà de ça, ce sont les pauvres populations qui subissent les conséquences. Alors, Samir Ourosama, même si vous n'approuvez pas
la méthodologie, qu'on continue pas à faire des enquêtes et sortir des rapports. Je rappelle que ce rapport est publié quelques jours après la signature le 27 juin dernier de cet accord de paix entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Est-ce que sortir ce rapport, le rendre public juste après la signature de cet accord pourrait avoir un impact sur la mise en œuvre des engagements pris par les deux pays, parce que les deux pays se sont engagés à respecter l'intégrité territoriale de chacun, de telle sorte que le Rwanda ne soutienne plus le M23 et que la République démocratique du Congo ne soutienne plus la FDLR. Mais écoutez, si le Rwanda acceptait signer cet accord de paix avec la République démocratique du Congo, je pense que Gabin vient de le souligner, c'est que le Rwanda reconnaît qu'il a joué un rôle donc dans cette crise-là, qui est perdue depuis quelques mois au niveau donc de l'Est de la République démocratique du Congo. Mais les autorités congolaises ont toujours tenu ce discours-là, que le Rwanda leur a imposé une guerre asymétrique, véritablement. Et là, vous vous rendez compte, véritablement, docteur Guillaume, le rapport qui a été publié par l'ONU, il y a par exemple un élément qui est mis en exergue, parce qu'ils disent qu'il y a des photos et des vidéos qui sont authentifiées, prises notamment par drone. Il y a aussi des témoignages sur le terrain, et puis il y a le renseignement. Donc ils se sont appuyés sur plusieurs sources pour pouvoir sortir des informations. Mais ils disent en fait que la prise des villes comme Goma et Bukavu au niveau donc de l'Est de la République démocratique du Congo, c'est une offensive éclair menée par le Rwanda face à une armée dépassée véritablement. Parce que vous avez vu ça en quelques jours que le groupe rebelle a pris donc, Goma et ensuite Bukavu est tombé. Donc vous comprenez véritablement que là, ils sont en train véritablement de sécuriser donc cette portion-là qui fait frontière avec le Rwanda. Parce que tout ce qui se passe là-bas, je l'ai dit, cette portion du territoire congolais regorge énormément de ressources, des minerais rares. Donc c'est facile de pouvoir l'exploiter et le faire transiter par le Rwanda. Et Gabé l'a souligné, parce que le Rwanda est en train de vendre un certain nombre de minerais que lui-même il ne possède pas véritablement. Le Rwanda vient de signer un accord de paix avec la République démocratique du Congo. Maintenant, face à une telle situation, vous imaginez quelle position du Rwanda? Continuer et pas soutenir le groupe rebelle M23 en violation de son accord, ou arrêter de soutenir le groupe rebelle M23 pour respecter son accord? Si c'est ce pourquoi le Rwanda a attaqué donc la République démocratique du Congo, s'ils arrivent à avoir cela, je ne vois pas quel serait cet argument-là qu'ils avanceraient pour toujours continuer à maintenir leur position sur le territoire rwandais. Est-ce qu'ils l'ont déjà eu selon vous? Mais on n'a pas encore la teneur donc de ce rapport. Qu'à cela n'en tienne, vous conviendrez avec moi que il serait impossible que le Rwanda accepte de signer un cessez-le-feu, ou qu'ils acceptent donc de se retirer donc du territoire de la République démocratique du Congo, et sans avoir quelques avantages économiques, notamment les ressources minières véritablement. Et donc moi, je me rends compte que au fil du temps, qu'on est en train d'avancer, on est en train de perdre le temps véritablement. Vous avez le Rwanda qui est en train d'amasser véritablement. Ils sont en train de profiter de ces ressources-là. Donc pour vous, cet accord n'est pas prêt d'être respecté par le Rwanda? Non, je pense que pour pouvoir appliquer ce rapport, et là, je pense que... L'accord signé à Washington. Oui, l'accord de paix signé à Washington, en présence même du président américain, qui s'est même vanté d'avoir pu obtenir quelques avantages économiques pour son pays. Donc vous voyez comment nous sommes... traité aux yeux du monde, au plan international, en ce 21e siècle, un pays indépendant, souverain comme la République démocratique du Congo, où les gens se réunissent dans une portion donc du monde entier, loin donc de la République démocratique du Congo, et on décide de l'avenir de ce pays-là. Et un chef d'État d'un autre pays se vante d'avoir eu un certain nombre de privilèges économiques pour pouvoir profiter des ressources minières donc de ce pays. Voilà comment on nous infantilise aux yeux du monde. Et là, parce que nous avons prouvé à suffisance une certaine incapacité de pouvoir assurer notre propre sécurité. Là, nous sommes en train de sous-traiter notre sécurité en contrepartie de ce que nous pouvons apporter aux puissances occidentales. Alors, Samir Ourosama, bien vous sûr, il n'y a pas réellement d'espoir à ce que l'accord signé sur Washington soit respecté. Vous vous souvenez de ce que j'ai dit ici sur votre plateau, la position qui est la mienne. J'ai toujours pensé qu'il faut une offensive de feu. C'est-à-dire que
La Sans République démocratique. l'intervention militaire, il n'y a pas de solution. République Malgré démocratique. cet accord. Là, mais Guillaume, c'est un accord de façade. Merci ça ne va beaucoup. pas durer longtemps. Merci Et beaucoup. après, vous Samir. entendrez, si la République démocratique du Congo ne prend pas les dispositions adéquates et de façon drastique à renforcer sa sécurité, vous attendrez dans quelques années que la République démocratique du Congo a été attaquée de nouveau. Et ça, nous ne le souhaitons pas pour le peuple congolais. Merci beaucoup. À vous, Samir Orosama. Alors, Gabin, je ne sais pas quelle est votre position. Un accord de paix a été signé entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. C'est le même Rwanda qui est aujourd'hui taclé ou bien accusé dans ce rapport de soutenir le M23 dans la prise des villes de Goma et de Bukavu. Pensez-vous que le Rwanda va cesser son soutien au M23 tel que prévu par l'accord pour que peut-être à l'issue de cette année, le rapport semestriel, le deuxième rapport de ce semestre-là ne dise plus les mêmes choses, ou le Rwanda va-t-il continuer par soutenir le M23 en faisant fi de cet accord qu'il a signé à Washington, selon vous? Vous savez, tout est question de stratégie. Vous savez très bien que dans les clauses contenues dans cet accord, il y a une clause importante, à savoir le retrait des forces rwandaises du territoire congolais. Maintenant, comment est-ce que cela va se faire? Parce que on vient de le dire, on sait très bien que le Rwanda échange des minerais avec les États-Unis. Personne ne sait quel accord bilatéral lie le Rwanda aux États-Unis par rapport au transfert de ces minerais-là. Personne ne le sait. Maintenant, par rapport à l'accord même, bon, Samy vient de dire que c'est un accord de façade. Moi, je veux être beaucoup plus optimiste en disant que, bon, peut-être ça va être un accord de paix durable si les clauses sont respectées, surtout les clauses informelles, ce qu'on n'a pas su voir, ce qu'on n'a pas mis aux yeux de tout le monde pour qu'on sache réellement. Parce qu'on sait très bien que déjà, bon, le président Donald Trump... Il y a toujours des dessous quand on signe. Oui, il y a toujours des dessous. Le président Donald Trump, lui, bon, il s'est exclamé parce qu'il a eu gain de cause, il y a de l'argent qui va rentrer dans la caisse des USA. Mais aussi, ça veut dire que le Rwanda aussi a une partie, peut-être une portion que le Rwanda va continuer par exploiter. Mais aussi et surtout, vous aurez pu... Vous n'allez pas dire que non, le M23 ne va pas aussi continuer par exploiter une partie. Parce que le nerf de cette crise-là, ce sont les ressources, c'est l'argent. Donc, à un moment donné, je me dis que bon, ça peut prospérer si la RDC accepte sur un long terme de céder une partie de ses richesses au Rwanda, au M23 et aux États-Unis. Maintenant, est-ce que ça doit être la norme? Ce n'est pas du tout la norme. Maintenant, le retrait des forces rwandaises, je n'en suis pas si sûr parce que le Rwanda a toujours eu à jouer ce genre de rôle, pas très loin de la RDC parce que d'une part, sa survie économique aussi en dépend. Du coup, il faut toujours être là, surveiller le territoire et quand ils verront que, bon, peut-être les FARDC vont venir prendre possession de la ville, ils vont encore déclarer une autre guerre à la RDC. Et là encore, on va encore aller dans des tintamarres, comme quoi il y aura des facilitateurs, on doit signer des accords de paix, ainsi de suite. Donc, peut-être le Rwanda va faire semblant de retirer quelques forces, mais le Rwanda sera encore très proche pour pouvoir vérifier ce qui se fait sur le terrain, surtout par rapport à l'approche stratégique des FARDC du gouvernement central de la RDC. Ah ben, il y a un mécanisme de suivi mis en place par le protocole de cet accord-là qui permet d'avoir des regards extérieurs qui surveillent chaque partie prenante. Est-ce que malgré ça, le Rwanda pourra jouer un double jeu? Bien sûr. Mais, écoutez, tout est question. Le Rwanda aussi a des bras longs. Le Rwanda a des bras longs. Et tout est question d'intérêt. Des pays de l'Union africaine, du moins le Togo qui représente l'Union africaine dans cette négociation, des États-Unis. Donc c'est les trois négociateurs plus les deux parties. Non, écoutez, moi cette histoire du Togo qui a négocié et tout, nous savons très bien. Le Togo n'est pas le seul. Je parle des trois négociateurs. Oui, plus les bon, deux le parties. Togo, Doha et puis Washington. Ouais. Mais nous savons très bien que celui-là qui a résolu le problème, c'est Washington. Et il fait partie de ce mécanisme qui sera mis en place pour surveiller la mise en application de Quel pays, le Togo? Les États-Unis, justement. Oui, bien écoutez, ce sont les États-Unis qui coordonnent tout. L'Union africaine n'avait pas de poids dans ce conflit. Moi, tout au début, je l'avais dit, s'il doit y avoir la paix à l'est du Congo et en Congo en général, ben, ça va dépendre des États-Unis, ça va dépendre des forces extérieures, des puissances internationales. Donc aujourd'hui, si les États-Unis arrivent à obtenir cette paix-là,
Premièrement, c'est pour faire asseoir beaucoup plus leur hégémonie dans l'Est du Congo, parce qu'on sait très bien que c'était par le biais de l'ONU que les États-Unis avaient quand même des yeux regardants sur la situation au Congo. Maintenant que la MONUSCO était partie, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Pas totalement parti. Hein. Bon, pas totalement parti, mais parti quand même. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Il faut s'impliquer dans la question de la paix et créer un organisme qui va superviser ce qui se passe sur le terrain. Tant que ça va dans l'intérêt des États-Unis et du Rwanda, il n'y aura pas de problème. Mais quand il n'y aura pas véritablement d'intérêt, ils vont encore lancer les hostilités et par après, les États-Unis vont revenir pour encore un autre accord de paix. Ça, c'est toujours une question d'intérêt. Merci et c'est beaucoup. aux Congolais d'être beaucoup plus intelligents dans cette histoire. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer la pause pour le journal, puis on reviendra tout à l'heure pour la suite de cette émission.